Noma Konda de retour sur le plateau d'Africa 24 érigé ici à Brazzaville au Congo dans le cadre de l'élection présidentielle dont le scrutin est prévu pour le 20 mars prochain. Vous êtes en direct, chers téléspectateurs. Vous avez une occasion quand même exceptionnelle de poser des questions et d'apporter votre contribution à cette émission puisque vous avez, et je l'ai annoncé, l'occasion d'avoir sur ce plateau un candidat à l'élection présidentielle, un des 9 candidats. Qui est-il? Nous le découvrons tout de suite avec Thierry Gongan. Bienvenue Babilas, nous sommes avec M. Guy Brice Parfait Kolela. Je rappelle qu'il a été ministre dans le gouvernement de M. Sassou Nguesso. Il est sorti d'ailleurs du gouvernement en août dernier. Il présente sa candidature présentée par un groupe de partis qui le soutient. Bienvenue M. Kolela. Bonsoir. Et la campagne, comment ça se déroule? Je sais que vous sortez du sud du pays. Oui, exactement. Après avoir lancé ma campagne le 5 du mois passé, c'est cela, le 5 mars de ce mois plutôt, je l'ai lancé ici à Brazzaville, et puis nous sommes partis à Pointe-Noire. De Pointe-Noire, nous avons balayé toute la partie sud du Congo-Brazzaville, et nous voilà aujourd'hui ici. Et demain, nous repartons pour la partie septentrionale. Ouesso, commencerons par Ouesso. Ferons aussi la cuvette ouest, la cuvette centrale, et puis les plateaux. Retour à Brazzaville pour un méga meeting le 17. Voilà. Monsieur Kolela, beaucoup de Congolais quand même se posent la question sur les vraies raisons de votre candidature. Est-ce une candidature de revanche parce que vous avez mal digéré votre éviction du gouvernement ou bien vous avez toujours caressé ce rêve? Non, monsieur le journaliste, loin de moi, me venger contre qui? Le Congo va mal. Je vous rappelle que j'ai été, vous l'avez dit, ministre du gouvernement du président Denis Sassou Nguesso, que je respecte. J'ai été son ministre d'abord de la pêche et de l'aquaculture. Et puis, je suis passé ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. J'ai été son directeur général adjoint de campagne en 2009. J'ai regardé les souffrances de notre peuple. J'ai vu que ce que nous faisions, nous ne le faisions pas assez bien. Nous n'allons pas loin dans la résolution des problèmes. Ce pays va mal. Le taux de chômage au Congo, c'est 42,20% des jeunes qui sont au chômage. C'est 27% de sous-emploi, parlons de la population active. Le Congo, c'est la corruption, c'est le clientélisme. Le Congo va très mal. Nous avons décidé alors de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de dire aux Congolais ce que nous voulions faire pour ce pays. Nous avons décidé de présenter un projet de société, le plan parfait pour le redressement du Congo. C'est parce que je suis porteur d'un projet de société. C'est parce que j'ai vu la misère de nos citoyens que je me suis dit, je dois me présenter aux élections présidentielles. Monsieur Kolela, mais est-ce que vous avez un appareil politique actuellement qui peut vous permettre de remporter cette présidentielle? Vous avez perdu votre formation politique, le MCDDI, et c'est votre frère qui vous a remplacé au gouvernement qui tient actuellement la barre. Non, je suis et je demeure le secrétaire général du MCDDI. J'ai été voté par une convention nationale. La convention nationale, d'abord j'étais le coordonnateur, le numéro 2 du MCDDI, du vivant du président fondateur. Quand le président fondateur est parti, a quitté ce monde, j'étais le numéro 2. Alors nous avons fait fonctionner les statuts du parti. Du numéro 2, j'ai été confirmé en tant que coordonnateur du parti, conformément à l'article 52 de nos statuts, 35 ou 50 de nos statuts d'avant. Un instant, s'il vous plaît. Nous avons alors été confirmés dans nos fonctions
par une convention nationale. Ceux qui aujourd'hui, qui sont des frondeurs, avaient été sanctionnés par le parti que je dirige. Ils n'ont aucune légitimité. Ils nous ont traînés en justice et nous avons contre-attaqué. Nous attendons que le juge lise le droit. Je suis et je demeure le secrétaire général du MCDDI. Les autres ont été sanctionnés par le parti et sortis du parti. Ce sont des usurpateurs. Et j'en ai la preuve. Le MCDDI est dirigé par 757 membres du comité national. Sur les 757 membres du comité national, il y a 47 membres du comité national qui sont frondeurs, qui sont partis avec eux. Les autres, les 710 sont restés au MCDDI. Ils ont signé leur appartenance devant huissier, greffier, et tout cela est entre les mains de la justice. Alors, le parti est de quel côté? Du côté des 47 frondeurs ou du côté de 710 membres du comité national? That's a question. Monsieur Kolila, beaucoup de Congolais partagent avec vous la réflexion selon laquelle le Congo va mal, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ils n'hésitent pas à pointer un doigt accusateur contre vous en disant que si le Congo va mal, vous avez une large part de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai dit que j'ai été ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. J'ai été membre du gouvernement et j'assume le bilan à ces différents postes. Mais nous avons échoué dans ce que je venais de dire, un taux de chômage élevé. Vous savez, quand nous avons un projet de société, il faut savoir faire une pause, faire le bilan et relancer la machine. Mais quand on refuse de faire une pause, de faire le bilan et redresser les choses, alors là, tout va mal. C'est ce qui s'est passé. Nous avons été incompris. C'est pour cela que nous sommes sortis. Nous avons dit tout haut. Vous êtes sorti ou bien on vous a éjecté? Non, on ne m'a pas éjecté. Je me suis retrouvé dans la situation où j'étais au gouvernement, contestataire, et de son plein droit que celui qui m'avait nommé par décret m'a libéré. Il ne m'a pas éjecté. C'est parce qu'il y a eu maintenant incompréhension entre ce que je voulais et le chemin, lui, qu'il suivait. C'est cela, c'est tout simple. C'est la République. C'est lui qui m'a nommé et c'est lui qui m'a remercié. Je fais maintenant mon chemin, c'est tout. Vous faites partie du front pour le respect de l'ordre constitutionnel qu'on appelle le FROCAD. Il y a 5 membres de ce front-là qui sont candidats à l'élection présidentielle. Pourquoi vous ne vous êtes pas entendu pour qu'il y ait une seule candidature? Non, je ne suis pas membre du FROCAD. Je suis fondateur de l'IDC. Mais qui est associé au FROCAD? Je vous explique. Le FROCAD est né avant nous. L'IDC est venu après. L'IDC est composé des dissidents de la majorité présidentielle actuelle. L'IDC, les fondateurs de l'IDC sont Boao, Kolelas Parfait, Okombi André Salissa et Mabio Mavungu. Michel Mampouya, qui est le vice-président, deuxième vice-président du Conseil économique et social. Nous sommes les dissidents de la majorité présidentielle. C'est parce que nous avons été incompris. Quand le navire prend de l'eau et quand nous disons corrigeons les choses et quand on ne nous entend pas, nous avons préféré prendre nos responsabilités pour ne pas voir le Congo sombrer. Parce que allez-y à l'intérieur du pays, vous voyez dans quelle situation se trouve l'arrière-pays. Vous voyez, oui, nous avons fait des infrastructures, c'est la vérité. Mais quel est le résultat au niveau de la croissance? Le Congo est un pays monoproducteur. Pays monoproducteur. C'est cela ce que nous avons constaté. La diversification de l'économie que nous avons toujours chantée, elle n'a pas été au rendez-vous. Alors, chers téléspectateurs, vous avez une occasion, quand même pour vous qui venez de nous rejoindre, vous avez une occasion
unique de poser des questions directement à M. Guy Parfait Kolelas. Il est en direct avec nous. Monsieur Kolelas, votre projet de société est axé sur 4 piliers fondamentaux. Je prends le tout premier qui dit qu'il faut moraliser la vie publique en obligeant tous ceux qui exercent une fonction publique de déclarer leurs biens. Oui. C'est une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. La Constitution congolaise a toujours demandé aux fonctionnaires de déclarer leurs revenus. Est-ce que vous l'avez fait pendant que vous étiez ministre? Est-ce que vous avez déclaré vos biens régulièrement quand vous étiez ministre? Mes biens, je les ai déclarés aux impôts. Parce non, mais c'est pas aux impôts qu'on demande de déclarer les biens. Oui, mais quand tu es nommé ministre de la fonction publique ou ministre dans un gouvernement, on ne te donne pas une fiche dans laquelle il faut déclarer ton patrimoine. C'est quand tu es aux fonctions électives que là, oui, tu es en droit. Par exemple, tu veux être président de la République, la loi, la Constitution t'oblige à déclarer ton patrimoine. C'est cela, nous l'avons fait. Mais quand tu es nommé, c'est le principe. Mais comment moraliser la vie publique et ne pas assister quand même à des règlements de compte? Parce que les deux se chevauchent très rapidement. Hein? On peut moraliser la vie publique sans pour autant qu'il y ait des règlements de compte. Vous voyez, le Congo est classé dans la liste des pays les plus corrompus au monde. Il est dans les 152e ou 153e, quelque chose comme ça, sur les 172 pays. La corruption est énorme au Congo. C'est le clientélisme. La moralisation de la vie publique passe par une série de mesures. Mais tout le monde estime qu'il y a corruption, mais en fin de compte, on se demande qui corrompt qui, ou bien qui n'est pas corrompu dans le pays en fin de compte. Qui n'est pas corrompu dans le pays? Oui, parce que tout le monde dit qu'il y a trop de corruption, il y a trop de corruption. Ceux qui n'ont pas été aux affaires disent que c'est ceux qui ont été aux affaires. Mais quand ceux qui ont été aux affaires disent non, il y a trop de corruption, on se demande en fin de compte qui corrompt qui et qui n'est pas corrompu. Quand le citoyen lambda veut avoir ne fût-ce qu'une pièce nationale d'identité, on lui demande de l'argent alors que la pièce est gratuite. Vous trouvez que ça c'est normal? Quand le citoyen lambda veut avoir ne fût-ce qu'un acte de naissance, on lui demande les fonctionnaires, les gens qui sont au service de la population, du service public, l'administration publique demande de l'argent. La moralisation de la vie publique, ce n'est pas seulement les hauts cadres, ça va de bas en haut. Vous savez, j'ai été ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État. Nous avons eu à signer la charte africaine sur les valeurs et les principes de l'administration et du service public. Le Congo a ratifié cette charte. Cette charte met au devant la lutte contre la corruption dans les administrations, la lutte contre les antivaleurs. Nous devons appliquer cette charte. Ce n'est pas seulement le président ou le ministre, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. La corruption, c'est toute une chaîne. Le fonctionnaire lambda qui se présente dans les commerces pour faire payer les taxes qui devaient rentrer dans les caisses de l'État. Est-ce que ces taxes arrivent directement dans les caisses de l'État? Non. Nous devons regarder la chaîne de la corruption et sévir. Dans votre plan parfait pour le Congo, vous l'évaluez à 8 000 milliards de francs CFA sur 5 ans, donc soit 1 600 milliards par an. Où est-ce que vous allez trouver ces ressources-là, étant entendu que le pays actuellement connaît d'énormes problèmes dus à la baisse des cours du baril? Mais les fonds, c'est facile de les trouver. D'abord, quand vous allez lutter contre la corruption, toute cette évasion fiscale-là, vous allez récupérer des sous. Et vous voyez ici, le Congo aujourd'hui, quand on voit l'assiette fiscale du Congo se repose tout simplement sur l'impôt sur la consommation et l'impôt sur les importations. Est-ce que c'est normal qu'un pays puisse n'avoir que pour rentrée fiscale les impôts sur la consommation, les impôts sur les importations? Il faut élargir l'assiette fiscale, l'impôt sur le patrimoine bâti et l'impôt sur la fortune. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui semblent être fortunés. Il faut qu'ils puissent payer un impôt sur la fortune. Vous voyez un peu, est-ce que c'est normal qu'un président de la République ne puisse pas payer les impôts? Est-ce que c'est normal qu'un ministre de la République ne paye pas les impôts? Est-ce que c'est normal que les sénateurs
les députés ne puissent pas payer les impôts. Il faut élargir l'assiette fiscale. Et en luttant contre la corruption, en élargissant l'assiette fiscale, en chassant les mauvais comportements, oui, nous pouvons faire de façon à ce qu'il y ait des entrées pour faire face à tout cela. Et puis, il faut diversifier l'économie. Il faut diversifier l'économie. On a toujours dit que l'agriculture est priorité de priorité. Nous avons eu un fonds de l'agriculture, mais regardez, nous avons créé des villages agricoles. Quel est le résultat? Je crois qu'il faut aller au fond des choses. Les 8 000 milliards, nous les trouverons en luttant contre les mauvais comportements et en élargissant l'assiette fiscale. Vous allez mettre les gens en prison. C'est-à-dire que si vous êtes, c'est avéré qu'il y a une personne qui a détourné des fonds, non seulement il faut qu'il rapatrie ces fonds-là, mais vous les mettez en prison. Ce n'est pas les détournements de fonds. Quand on vous demande, ça c'est le travail des impôts. Quand on vous demande, faites la déclaration du patrimoine, et si c'est avéré que dans tout ce que vous avez oublié de payer les impôts, vous devez payer les impôts. Si soit vous êtes congolais ou vous n'êtes pas congolais. Donc pas la chasse aux sorcières. Non. Mais pourquoi faire une chasse aux sorcières? C'est la loi seulement. Si la loi dit qu'avec ce que vous avez, vous devez payer les impôts, payez-les. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout. Élargir l'assiette fiscale. Payer les impôts. Il faut arrêter avec, par exemple, l'exonération fiscale de certaines choses. Il y a des gens qui sont à même de payer les taxes, mais ils sont exonérés. Nous disons non. Appliquons tout simplement la loi. Il n'y a pas à faire la chasse aux sorcières. Non, ce n'est pas cela. Regardez au Congo, dans d'autres pays, ce sont les classes moyennes qui font le développement d'un pays. Quelle est la classe moyenne au Congo? Il y en a. Créons cette classe moyenne pour booster la croissance, booster l'économie congolaise. On ne peut pas avoir une chasse de sorcières, nous sommes tous des Congolais. Monsieur Kolela, il y a certains points contenus dans votre projet de société, mais qui font réfléchir quand même parce que le budget de l'État n'est pas extensible. Par exemple, vous dites, vous voulez mettre en place un bouclier social et vous voulez attribuer un revenu de solidarité active aux diplômés sans emploi, une allocation de vie accordée aux jeunes filles mères, puis aux revendeuses avec droit à la retraite. Tout cela, ça demande quand même des fonds colossaux. Vous avez dit tout à l'heure, quand Thierry vous a posé la question, que la lutte contre la corruption seulement suffit déjà pour engranger beaucoup de fonds. On ne peut pas, quand vous aurez fini de lutter contre la corruption, vous pensez qu'il y aura encore des moyens pour pouvoir financer tout cela? Monsieur le journaliste, je suis un économiste. Je vais vous expliquer comment je vais procéder. Vous savez, le fonctionnaire que j'ai géré, moi, paie chaque... je vous ai dit tout à l'heure, paie un impôt sur le revenu. Et à partir de cet impôt sur le revenu, qu'il paie soit à la CNSS, si dans le privé, ou bien contractuel, soit à la CREF, il est retraité. Le citoyen lambda, qui est commerçant, qui est artisan, qui sont dans l'informel, comment les ramener dans le secteur formel? Vous avez dans les marchés, des gens qui vont dans le marché, chaque jour, ils paient des taxes, 150 francs, taxes à l'étalage, 300 francs. Mais ces taxes-là vont où? Ce n'est pas au trésor. Dans les taxes qu'ils paient, il faut une quote-part. Quand vous avez été identifié avec votre numéro d'identifiant unique, vous avez été identifié comme contribuable, avec votre carte de commerçant, une partie de ce que vous allez payer va aller à la CNSS parce que vous êtes dans le privé. Et in fine, à la fin, quand vous atteindrez un certain âge, vous aurez droit à la retraite. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas dans les caisses de l'État qu'il faut puiser cela. C'est simplement, c'est ce qui le paie, le citoyen lambda. Je sors du secteur informel ce qu'il était pour les amener au secteur formel. Après, avec les taxes qu'il paie, oui, il y a une quote-part qui va à la CNSS pour que, le moment venu, ces gens-là bénéficient d'une retraite. C'est aussi simple que cela. Bon, pour les jeunes filles mères, c'est quoi l'histoire? Pour les jeunes filles mères, vous savez que nous avons évolué dans d'autres pays. Nous avons étudié ailleurs. Nous avons vu qu'il y a des assistants sociaux partout. Mais où sont ces assistants sociaux? Les assistants sociaux devaient être dans les mairies, afin de rentrer dans les quartiers
pour vérifier ce qui s'y passe et afin d'aider ces filles mères, d'assister toutes ces personnes. C'est cela. Les diplômés sans emploi, oui, j'ai géré la fonction publique, je les ai coachés. Ils sont combien? 21 000, 25 000 diplômés sans emploi quand j'ai quitté la fonction publique. Alors, on ne peut pas leur accorder un revenu. Vous avez des enseignants qui ont été formés, mais qui n'ont pas été utilisés jusqu'à présent. Ils errent, ils ont 35 ans, 40 ans, 45 ans, ils vivent chez leurs parents, avec femmes et enfants. Mais ces gens-là, ils ont été formés, c'est nous qui les avons formés. Il faut leur donner un minimum de revenus d'insertion avant qu'ils ne rentrent dans la vie active. Ce n'est pas cher payé. Vous comptez établir 4 nouvelles provinces. Vous allez les diviser sur quelle base? Les bases ethniques, ça se passe comment? Ou économiques? Parce que vous avez aussi parlé de pôle économique que vous comptez mettre en place. J'ai entendu un des représentants du candidat critiquer mon projet de la restructuration, l'autogouvernance territoriale à partir des provinces. Les ethnies, dites-moi ici au Congo, quelles sont les ethnies qui sont majoritaires dans telle ou telle province? Il n'y en a pas. Le Congo est devenu un pays, les villes congolaises, les départements congolais sont devenus cosmopolites. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de telle ethnie qui occupe Brazzaville. Les Congo, les Nzabi, les Mboshi, non, c'est cosmopolite. Qui occupe, moi j'ai étudié par exemple dans la cuvette ouest, vous trouverez les Bas-Congo là-bas aussi. Donc, j'ai fait cela, c'est sur la base économique. Vous savez, dans l'ancien temps, quand le Congo était sorti nouvellement des indépendances, le Congo avait 6 régions économiques, agricoles. 6 régions agricoles. En observant ce paysage-là, nous avons dit, puisque nous allons vers la diversification de l'économie, la base de cette diversification, c'est le sol, c'est l'agriculture. Avec les études de terre, nous pensons que nous pouvons regrouper. Et tout ça, c'est par référendum. Hein? C'est par référendum que le peuple se déterminera. Ah, c'est pas une décision que vous avez posée une fois élu. Non, dans mon projet de société, c'est écrit. Hein? Lisez bien le projet de société. C'est sur la base d'un référendum. C'est pour élargir la base économique, donner une autonomie en partant par les potentialités économiques de tous ces départements-là, les mettre ensemble. Oui. Il ne reste que 2 minutes d'émission et on va consacrer ces 2 minutes-là à évoquer certains points assez précis. Les diplômés sans emploi, ils sont très nombreux, ils vous attendent. Vous avez un message particulier à leur lancer parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont 30, 40, 50 ans même, avec femmes et enfants, ils n'ont pas trop à faire. Qu'ils ne perdent pas espoir. Le Congo les a envoyés dans des centres de formation. Le Congo de demain les prendra en charge. Autre question, beaucoup de téléspectateurs nous envoient des messages et on dit un certain nombre de choses. Puisque nous vous avons avec nous aujourd'hui, dites-nous, est-ce que vous avez fait campagne librement partout où vous êtes passé? Parce que certains disent oui, vous avez voulu aller à tel endroit, on vous a empêché. Est-ce que c'est des rumeurs fondées, tout ça? Non, j'ai fait campagne librement jusqu'à présent. Mais il y a des candidats de l'IDC et du FOCAD qui voulaient partir dans la partie septentrionale, qui ont vu leur vol retardé, je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, j'ai sillonné en véhicule, en voiture, librement, jusqu'à présent. On a pu entendre quelques petites critiques aussi par rapport à votre campagne. J'ai reçu personnellement sur ce plateau un panéliste qui disait, mais M. Kolela, il tient des meetings en langue Zébi. Zébi, je crois que c'est votre langue, si je ne me trompe pas. Non, moi... Ou Larry, il a dit... Non, je mets quiconque au défi. Voyez écouter mes meetings, je parle en Kikongo. Le Congo a 3 langues nationales. Le Kikongo, ce qu'on appelle le Munukutuba, le Lingala et le français. Donc, oui, je tiens 90% de mes meetings dans ces 3 langues-là. Quand vous allez dans les contrées comme Boko où j'étais hier, à Boko,
Vous n'allez pas parler lingala, ils ne vont pas comprendre. Vous allez parler Kituba, ils ne vont pas comprendre. Vous devez parler la langue du coin pour qu'ils comprennent. Parce qu'il faut faire passer mon message. Mais à 90%, vous pouvez vous renseigner, vous avez les enregistrements. C'est en Kituba, en lingala et en français. Monsieur Kolelas, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais que vous regardiez cette caméra. À travers elle, vous voyez tous ces Congolais qui iront aux urnes dimanche prochain et dites-leur pourquoi c'est pour vous qui devrez voter et non pas pour un de vos adversaires. Ils doivent voter pour moi parce que j'apporte le souffle du changement. Demain, les 42% du taux de chômage des jeunes ne seront que du passé. Parce que je veux investir tous mes efforts dans la création des centres de formation professionnelle. C'est à partir des centres de formation professionnelle que les emplois seront créés. Les centres de formation professionnelle seront accompagnés par la mise en place des contrats de franchise, de référencement, de distribution, de sous-traitance. Le Congo ne fabrique rien. Demain, le Congo, ça sera des unités de sous-traitance, de montage et d'assemblage. Demain, le Congo, c'est maintenant. Merci, M. Kolelas. Ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite quand même du succès pour la suite. Hein. Merci beaucoup. Thierry, merci. Merci, Babilas. On souhaite bonne chance à M. Kolelas dimanche. Ainsi s'achève cette émission. Demain, nous serons encore présents à 19h30 GMT sur le thème diversification de l'économie et développement de nouveaux pôles de croissance hors pétrole. Je vous rappelle le thème de demain, diversification de l'économie et développement de nouveaux pôles de croissance hors pétrole. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Demain, ne ratez surtout pas et vous pouvez commencer déjà par envoyer vos réactions à l'adresse congo2016@africa24tv.com. Restez en contact des programmes d'Africa 24. À demain.